Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous tiennent pour acquis le fait que nous vivons dans une société civilisée avec la médecine moderne, la loi et l'ordre. Au cours des derniers siècles, d'énormes progrès technologiques ont permis d'allonger considérablement l'espérance de vie humaine, bien au-delà de ce que nos ancêtres auraient quand jamais cru possible. Et dans certaines régions du monde, cela continue d'augmenter. La personne la plus âgée au monde, Ethel Caterham, originaire de Grande-Bretagne, vient tout juste de fêter son 116e anniversaire. Cependant, lorsqu'elle est née en 1909, l'espérance de vie moyenne en Grande-Bretagne n'était que de 51 ans pour les hommes et de 55 ans pour les femmes. Pour le sujet d'aujourd'hui, cependant, comme toujours, nous allons remonter un peu plus loin dans le temps que le XXe siècle. Et si nous vous disions cela ? Il y a eu une époque dans la préhistoire humaine où nos ancêtres auraient eu de la chance d'atteindre l'âge de 13 ans, une époque où les maladies, la concurrence et les prédateurs rendaient la vie si difficile pour les premiers humains que la survie n'était que rarement, voire jamais, garantie. Dans cette vidéo, nous allons vous ramener environ 2 millions d'années en arrière, dans la préhistoire de la Terre, dans le monde dangereux occupé par Homo habilis, le premier membre de notre genre. À cette époque de l'histoire, les régions orientales et méridionales de l'Afrique représentaient vraiment un baptême du feu pour notre jeune lignée. À chaque coin de rue, le risque de perdre la vie planait comme un arrière-goût amer, et les mensonges de ces singes auraient été compensés par la paranoïa, devenue une habitude quotidienne. Pourtant, nous avons survécu. Notre cerveau s'est développé, tout comme notre arsenal technologique. Qu'est-ce qui rendait ce monde si difficile à survivre ? Il est temps de faire un pas en arrière jusqu'à l'aube de l'humanité, pour découvrir la pire période à laquelle il aurait été possible d'être un humain primitif. Pour comprendre les difficultés d'Homo habilis et sa faible espérance de vie, nous devons comprendre le monde dans lequel il vivait. Ce singe court, velu et bipède, ne ressemblant que partiellement aux humains modernes, était un habitant d'une époque tumultueuse de la préhistoire africaine. Notre genre est né dans un monde en mutation, où les forêts reculaient et les savanes s'étendaient, forçant notre lignée à s'adapter rapidement. Cela a stimulé les adaptations que nous associons aux tout premiers humains, comme la fabrication d'outils en pierre rudimentaires. Mais cela les a aussi forcés à adapter leur alimentation en découvrant de nouvelles sources de nourriture dans les savanes. Homo habilis était un nouveau venu efficace dans les savanes et entrait dans un monde que de nombreux animaux avaient colonisé depuis longtemps déjà. Les conditions dans ces prairies étaient elles aussi en constante évolution. Les saisons humides et sèches fluctuantes auraient considérablement réduit la disponibilité de certaines ressources au cours de l'année, obligeant ces singes à devenir encore plus adaptables. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes les espèces n'ont pas pu s'adapter aux tendances de refroidissement et d'assèchement. Dans ce monde en mutation, Australopithèque, le genre dont le nôtre est issu, a disparu. À cette époque, les populations qui avaient pu s'adapter se sont installées peu dans les prairies et sont devenues des animaux tels que Homo habilis. Mais ceux qui n'ont pas pu s'adapter ont disparu. Homo habilis a également dû faire face à la menace constante des maladies et des infections dans les prairies. L'espèce était omnivore, mais avait tendance à consommer plus de viande que les autres singes qui lui ont succédé. Bien que la viande ait été une bonne source d'énergie et de protéines pour Homo habilis, il courait également le risque de consommer des parasites et des agents pathogènes en raison de leur forte consommation de chair récupérée. Sans aucune connaissance des procédures médicales ou des soins, un grand nombre d'Homo habilis auraient succombé aux ravages des maladies au cours de leur vie quotidienne. Les poux, tiques, ténias porteurs de maladies, ainsi que les dangers représentés par la tuberculose, le paludisme et l'empoisonnement à la vitamine A, auraient été répandus et incontrôlables dans les plaines, entraînant la mort prématurée de nombreux Homo habilis malchanceux. De plus, la tendance à préférer la viande les aurait placés dans des situations extrêmement dangereuses. D'autres charognards auraient rivalisé avec Homo habilis pour la domination d'une carcasse.
ce qui a probablement entraîné des conséquences sanglantes pour les singes alors qu'ils tentaient de défendre leur nourriture. Ils semblaient également avoir une préférence particulière pour le poisson, ce qui les aurait mis en contact direct avec une série d'espèces aquatiques. Cela aurait facilement pu faire d'un individu imprudent un repas. De plus, la nourriture n'était jamais garantie pour ces singes, et la lutte constante pour chercher et rassembler de quoi manger dans ce monde en perpétuel changement n'aurait fait qu'ajouter à la pression de devoir survivre au jour le jour. Alors que Homo habilis passait d'une espèce vivant dans les bois ouverts à un habitant des prairies, il aurait rejoint l'écosystème d'un monde inconnu où un nombre presque disproportionné de grands carnivores prospéraient. Bien que les fossiles d'Homo habilis montrant des signes de prédation soient rares, le grand nombre de ces carnivores vivant dans leur environnement a forcément eu un impact sur leur population et leur espérance de vie. Nous savons que avant et après, les singes ont été la proie d'une multitude de grands carnivores, et ceux qui partageaient les prairies avec habilis étaient encore plus diversifiés. Avant tout, l'une des plus grandes menaces pour la vie d'Homo habilis aurait été la présence constante de grands félins, et, le plus souvent, de la variété à dents de sabre. Alors que les populations d'habilis s'aventuraient dans les prairies, elles auraient rencontré une menace ancestrale qui avait probablement aussi terrorisé leurs ancêtres australopithèques, Dinophilis. Ce grand félin prédateur était connu pour sa carrure musclée et son habileté en tant que chasseur embusqué dans les prairies d'Afrique du Pliocène et du Pléistocène, agissant probablement en tant que chasseur solitaire. Il se serait dissimulé dans les hautes herbes de son environnement avant d'utiliser ses griffes acérées et ses robustes dents en forme de sabre pour infliger une faim douloureuse à ses proies. Un autre, encore plus commun à l'époque de Homo habilis, était Méganthérion, un tigre à dents de sabre à peine plus grand qu'un léopard moderne, dont les grandes canines étaient particulièrement prononcées. Il était connu pour sa polyvalence, capable de chasser aussi bien dans les prairies que dans les zones boisées. Ce qui signifie que lorsque habilis s'était réfugié dans les arbres pour se mettre à l'abri, il l'aurait probablement suivi. Avec ses larges pattes et ses membres semblables à ceux d'un lion, Méganthérion représentait un danger constant pour ses premiers singes, les plaquant d'abord au sol avant de leur infliger une morsure dévastatrice. À mesure que les humains évoluaient, ces félins changeaient aussi, et les deux espèces finirent par dépendre entièrement des environnements de savanes ouvertes. En plus de cela, Homo habilis devait faire face aux félins panthérins, des parents des grands prédateurs félins avec lesquels nous partageons aujourd'hui la planète. Les ancêtres des léopards et des lions rôdaient en paix dans les savanes et les forêts, tout à fait capables d'abattre un petit hominidé lorsqu'ils en avaient l'occasion. Les félins ont représenté une menace constante tout au long de l'histoire évolutive des humains, et ils allaient même rivaliser avec notre propre espèce, Homo sapiens, pour la nourriture à la fin du Pléistocène. Mais cette rivalité trouve ses origines dans ces savanes, à une époque où les humains étaient en chassés et non les chasseurs. Cependant, il n'y avait pas que les félins qui se sont révélés être de redoutables adversaires mammifères, à l'époque d'Homo habilis. Les hyènes représentaient également un danger courant sur ces savanes. Les hyènes sont des charognards habiles, et elles entraient souvent en contact avec nos ancêtres lorsqu'elles s'approchaient donc d'une carcasse pour se nourrir. Étant donné la taille de certaines espèces archaïques présentes en Afrique à cette époque, les chances n'étaient peut-être pas en leur faveur. Souvent en faveur d'habilis, Crocuta brevirostris tacheté et Crocuta bellax tacheté, deux espèces d'Afrique du Sud qui pouvaient atteindre environ 1 mètre ou un peu plus de 3 pieds au garrot, vivaient aux côtés de nos ancêtres. C'était parmi les plus grandes hyènes à avoir évolué. Et elles semblaient être très bien adaptées pour broyer les os, arracher les membres des corps et transporter de grosses proies dans leurs mâchoires. De plus, on pense que ces espèces vivaient peut-être en meute, agissant comme une équipe organisée pour abattre et charognarder leurs proies. Compte tenu de sa taille et de sa force, il se peut qu'il ait essentiellement compté sur l'intimidation des grands félins et des hominidés pour les éloigner des carcasses,
afin de voler leur nourriture ou leur proie lors de la chasse. Il aurait compté sur ses membres musclés et robustes pour saisir ses proies avant de les achever avec ses énormes mâchoires. Lorsque Homo habilis descendait au bord de l'eau pour boire ou attraper du poisson à manger, d'autres prédateurs observaient et attendaient dans ce qui allait devenir le Kenya. Habilis était confronté à une menace ancestrale, parfaitement adaptée pour se dissimuler dans l'eau avant de lancer ses mâchoires. D'abord, lorsque le moment était venu, cet animal était le crocodile, mais pas n'importe quel crocodile. C'était la plus grande espèce du véritable genre de crocodile présente dans les archives fossiles. Crocodilus torbjarnarssoni, connu du bassin du Turkana, pouvait mesurer jusqu'à 7,5 mètres, soit 25 pieds d'eau de long, étant donné la tendance du crocodile du Nil moderne à tendre des embuscades aux humains. Lorsque les conditions étaient réunies, cette espèce tendait probablement des embuscades non seulement à Habilis, mais aussi aux membres du genre Paranthropus qui vivaient à ses côtés. Il n'existe actuellement aucun fossile humain portant des marques de morsure attribuées à cette espèce. Cependant, l'explication à cela est assez simple. Les scientifiques ont suggéré qu'ils pouvaient compter sur le fait d'avaler les humains tout entiers. Alors que le crocodile Habilis torbjarnarssoni n'a pas laissé beaucoup de preuves de consommation d'humains dans les archives fossiles, son proche parent, Crocodylus anthropophagis, en a certainement laissé. Après tout, il doit son nom à son statut historique de mangeur d'hommes, connu en Tanzanie à l'époque de Habilis. C'était le plus grand prédateur de l'ancienne gorge d'Uvaï, où une grande variété de fossiles d'humains primitifs ont été trouvés. Des fossiles d'hominidés provenant de la gorge ont été découverts, avec de profondes marques de morsures pénétrantes. Cela ne peut être attribué qu'à ce crocodile géant, ce qui signifie qu'il s'agissait bien d'un reptile amateur de chair humaine, doté de 2 cornes triangulaires à l'aspect sinistre au-dessus de ses oreilles. Ce reptile surgissait de la berge avant de ramener sa proie dans les profondeurs, l'immobilisant grâce à la célèbre toupie de la mort du crocodile. Il ne lui aurait pas fallu longtemps pour dévorer le corps sans vie en seulement quelques bouchées, laissant une marque permanente sur les os qu'il ne pouvait pas digérer. Un autre ancien rival de l'humanité existait dans les hautes herbes de la savane à l'époque d'Homo habilis. Les serpents étaient limités là depuis le tout début, instillant une peur primale chez les humains qui persiste encore aujourd'hui. Et ils continuent de provoquer des milliers de morts chaque année. Beaucoup de ces morts peuvent être attribués aux tueurs camouflés, ces serpents venimeux parfaitement dissimulés entre les rochers et les plantes lorsqu'ils cherchent de la nourriture. Homo habilis a probablement rencontré une grande variété d'espèces de serpents, et tandis que certains auraient probablement eu tendance à fuir immédiatement, d'autres seraient en restés sur place. Il existe aujourd'hui 3 espèces extrêmement venimeuses qui sont originaires des savanes d'Afrique subsaharienne. La vipère heurtante, le boomslang et le redoutable mamba noir. Chacune de ces espèces aurait évolué aux côtés de nos ancêtres Homo habilis, et elles ont peut-être même déclenché une réponse évolutive chez nous. Il a été suggéré que la fréquence des décès liés aux serpents chez ces premiers humains aurait en fait contribué à améliorer notre capacité à détecter les serpents dans l'herbe et les broussailles. Homo habilis n'était pas la seule espèce d'homininée sur les plaines d'Afrique il y a 2 millions d'années. Pendant toute la période où Habilis a vécu sur notre planète, il partageait tarter les prairies avec une série d'espèces qui lui étaient apparentées. La liste exacte des cohabitants a changé au fil du temps. Mais pendant que Homo habilis existait, il coexistait avec Homo rudolfensis, Homo erectus, Paranthropus boisé et des populations résiduelles d'Australopithèques à la lisière des forêts. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de combat direct entre ces différentes espèces, il y aurait certainement eu un certain degré d'interaction dans les savanes, compte tenu de l'époque et du lieu. La partie la plus difficile de la coexistence avec ces autres espèces était peut-être les contraintes que cela imposait à la disponibilité de la nourriture.
Homo erectus était l'une des premières espèces à avoir été un chasseur actif, et il était beaucoup plus efficace pour obtenir de la viande que Homo habilis. Ils étaient peut-être capables de surpasser les populations d'habilis lorsqu'il s'agissait de récupérer des restes de repas, et ils ont probablement eu un impact direct sur la disponibilité des sources de nourriture dans une région donnée. Lorsque l'espèce est finalement apparue, la possibilité de violence entre ces espèces humaines ne peut pas être exclue. La lutte pour survivre était difficile pour chacune de ces espèces dans les savanes de l'Afrique du Pléistocène. Et certaines espèces étaient peut-être prêtes à se battre bec et ongles pour obtenir de la nourriture et protéger l'avenir de leur famille. Malheureusement, cependant, avec le contenu fossile dont nous disposons, il n'y a aucun moyen de trancher dans un sens ou dans l'autre. Mais ce serait certainement l'une des découvertes les plus passionnantes en paléoanthropologie que de trouver des preuves d'une telle interaction. Ou, alternativement, peut-être que leurs relations étaient, même si elles étaient tendues à cause de la concurrence, entièrement pacifiques. Nous savons que Homo sapiens a interagi avec et même s'est croisé avec Homo neanderthalensis à la fin du Pléistocène en Eurasie. Alors, cela aurait-il pu se produire encore plus tôt dans les savanes d'Afrique, avec des espèces encore plus archaïques ? Malgré les difficultés rencontrées durant cette période, à la préhistoire, nous savons que Homo habilis a fini par s'éteindre après que Homo erectus, les descendants directs d'une population d'habilis ayant réussi, l'a surpassé. Avec la capacité de créer des outils en pierre plus avancés qui pouvaient les aider de manière plus fiable à trouver et préparer de la nourriture, Homo erectus a, sans le savoir, poussé son ancêtre à l'extinction, mettant ainsi fin à l'une des périodes les plus difficiles du registre fossile pour les premiers humains. Ajoutez à cela les progrès supplémentaires du changement climatique, auquel Erectus était mieux adapté que Habilis, et vous obtenez une recette pour le désastre. Lentement mais sûrement, les populations d'Habilis ont commencé à se retirer des plaines au profit de leurs descendants avancés et technologiquement préparés. La lutte n'était cependant pas terminée, l'humanité devait encore affronter la première vague de migration hors d'Afrique vers les vastes étendues de l'Europe et de l'Asie, où de nouvelles espèces allaient éclore et de nouveaux prédateurs allaient surgir. L'ère glaciaire approchait, et bientôt les humains allaient devoir se battre pour les ressources dans l'un des environnements les plus rudes que le monde ait connu au Cénozoïque, l'immense territoire du mammouth, la steppe. Rien de tout cela ne serait facile, loin de là, mais au fil de milliers d'années, les humains allaient endurer.